Bonjour, je m'appelle Cédric Villani et je vais commenter des images d'archives de l'INA. Bonjour Cédric Villani. Bonjour. Vous êtes mathématicien, lauréat de la médaille Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel pour les maths. Vous êtes briviste, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui viennent de Brive. Vous êtes aussi père, écrivain, conteur, homme politique, militant écologiste, arachnophile, mélomane et dandy romantique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important ? Vous avez dit l'essentiel, je crois. En tout cas, le plus important, c'est mathématicien. C'est la voix qui m'a permis d'accéder à tout le reste. Pour nous aider à mieux vous comprendre, je vous propose d'écouter André Lichnerowicz nous donner sa définition du mathématicien. Ça se passe dans l'émission Un certain regard sur l'ORTF en 1966. Un mathématicien, c'est d'abord un monsieur qui passe sa vie, je dirais, en employant le mot classique, à sécher. Vous avez les journées de 4 heures et les journées de 18. Les journées où vous n'arrivez plus à vous extraire de l'obsession mathématique et où, jour après jour, durant 3 ou 4 semaines, vous dormez, si j'ose dire, et vous déjeunez avec vos obsessions mathématiques. Le mathématicien n'ayant pas, contrairement à ce qu'on croit généralement, besoin même, dans la plus grande partie de son stade de recherche, ni du tableau noir, ni de la craie, ni du papier, ni du crayon, et pouvant travailler seul, en marchant, ou même, quelquefois, à travers la conversation avec un interlocuteur banal qui l'ennuie. Est-ce que vous êtes en train de faire des mathématiques pendant que vous répondez à cette interview ? En ce moment, non. Mais ce matin, dans le RER, j'avais un petit problème de maths qui m'occupait. Et ça me faisait du bien. J'aime beaucoup cette archive de Lichnerowicz, Lichné comme on l'appelait à l'époque, qui est un mathématicien de haute stature, et vous voyez sa prestance, qui a eu une très grande influence à son époque. Un petit commentaire sur ce qu'il dit. D'abord, c'est vrai qu'on passe l'essentiel de sa vie de mathématicien à sécher. Je me souviens d'un collègue de Berkeley, un grand mathématicien du nom de Craig Evans, qui disait « Every day is a failure ». Chaque jour est un échec. Et pourtant, on passe ses journées à sécher en disant « Mais c'est pas possible, mais je comprends rien, mais que je suis stupide ». Et pourtant, quand on regarde sa carrière, on regarde ce qu'on a accompli sur les années, on se dit « Ah, mais là, j'ai compris quelque chose, là, j'ai fait quelque chose de bien, etc. » Oui, c'est une accumulation d'échecs et de temps en temps, un petit éclair, de temps en temps, un petit pas, et finalement, on y arrive à faire des choses. Et puis, comme c'est une communauté considérable, c'est des centaines de milliers, les mathématiciens dans le monde, il y a un progrès finalement qui se fait, qui est beaucoup plus rapide collectivement que ce temps individuel de la recherche ou de la sèche. Petite anecdote, allez, on était en 2009, ce soir-là, j'étais aux prises avec un théorème, avec un sous-partie du théorème. À la fin de la démonstration, elle faisait 200 pages. Mais là, il s'agissait d'en conclure un petit sous-chapitre. Une démonstration, c'est comme une architecture. Vous avez des pièces qui s'imbriquent les unes dans les autres, certaines qui reposent sur d'autres. Et là, il y avait un petit point clé, petit point mais clé qu'il fallait résoudre. Et j'étais là, le soir, tout seul. Allez, une fois les enfants couchés, 21h, je me fais mon thé, je bosse, j'écris, je sèche. Et je vois que sur ce truc-là, sur ce point précis, je sèche, alors que ça ne devrait pas être si dur. Et je dépense toutes mes astuces, 10h, 11h, minuit, 1h du matin, 2h du matin, je m'installe sur le divan, je m'installe par terre, je m'installe sur la chaise, je marche en long, en large dans le petit appartement. Et puis, je sais pas, quelque part entre 3h et 4h du matin, je jette l'éponge, je vais me coucher en disant c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, quelques heures plus tard, je me réveille, c'est le matin, je suis là, il faut amener les enfants à l'école, qu'est-ce qui se passe ? Et j'entends cette voix dans ma tête qui me dit il faut prendre le second terme et le faire passer de l'autre côté et prendre la transformée de Fourier. Et croyez-le ou non, c'était la bonne voie. Incroyable. J'ai gribouillé un petit mot là sur le papier, j'ai amené les enfants à l'école, je suis revenu et puis j'ai passé les heures qui ont suivi à faire exactement ce que disait la voix. Et puis à continuer, et puis ça a été un moment qui a débloqué. Mais cette voix, c'est qui ? C'est un autre vous ? C'est quoi ? Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, c'est bien de garder l'ambiguïté, mais j'aime bien penser que tout simplement, pendant mon sommeil, mon cerveau obsédé, et c'est très important l'obsession quand vous faites de la recherche, la capacité à s'obséder, mon cerveau obsédé a continué à travailler même quand je dormais.
Mais quand on a une grande partie de sa vie comme ça, à passer à une succession d'échecs, de frustrations, même si vous l'avez dit, il y a quelques victoires, avoir une médaille comme ça, une médaille Fields, une récompense aussi énorme, ça doit être grisant, ça doit être... C'est plus grand que nature, bigger than life, comme vous disaient nos amis anglo-saxons. C'est quelque chose... D'abord, pendant une bonne partie de ma carrière, je n'envisageais juste pas que ça soit possible. Et je savais que je n'avais pas le cerveau aussi rapide, aussi puissant que d'autres mathématiciens que j'avais pu voir. J'avais des points de comparaison. Mon directeur de thèse, Pierre Lullion, avait lui-même reçu la médaille Fields. Il m'a fallu longtemps avant de comprendre que ce n'était pas seulement une question de puissance et de rapidité et de mémoire et tout ça, mais aussi des choses bien plus intangibles et difficiles à définir. La capacité de réfléchir aux bons problèmes, d'avoir les bons collaborateurs, d'être au bon endroit au bon moment, de s'obséder là où il faut, je ne saurais pas trop le dire. Mais en tout cas, ça m'est arrivé. En 2006, je comprends que je suis encore dans la course pour la médaille Fields. Je suis alors invité au Congrès international des mathématiciens à Madrid. Et je comprends dans le regard des gens à la fin de mon exposé que j'ai mon statut dans la communauté mathématique a changé, que là, je suis dans la course, je connais les âges, il y a une limite à 40 ans. Et je sais qu'il y a exactement une seule autre occasion où je pourrais l'avoir, c'est le congrès de 2010 à Hyderabad. Et là, vous imaginez la pression, en plus pour une compétition dont vous ne parlez jamais ouvertement, et avec une médaille qui est attribuée par un jury secret. Alors, il y a 12 lauréats français sur 64, si mes calculs sont bons. Et c'est énorme. C'est énorme. C'est juste gigantesque. C'est énorme, mais le paradoxe, c'est que les études soulignent toujours plus le mauvais niveau des élèves français. Il y a peut-être une explication à ce phénomène. Pour le comprendre, on va écouter Daniel Pénac parler de son aversion pour la matière. C'était en 1993 sur France 3. Le nul en maths, c'est dans une idéologie scolaire mathématisante, c'est un calvaire dingue. Moi, je me souviens avoir passé une scolarité qui était totalement... C'était un calvaire absolu. Ah, mais moi, je me réveille encore la nuit en pensant que je suis appelé au tableau pour résoudre un problème de maths. Ça ne m'a jamais quitté. Oui, en pensant à mon découvert. J'ai rencontré un Stella Baruch qui s'appelait Monsieur Baldenweg, à la fin de mes études. Baldenweg, il rentre dans la classe et il écrit le chiffre 12 au tableau. Il me dit, qu'est-ce que c'est que ça? On lui dit, c'est 12. 12 quoi? Je ne sais pas, 12... C'est la note que vous aurez au bac. Et on était tous... Et on a eu 12. Ce type était un amour total. Il paumait un temps considérable avec nous. Il nous expliquait, en effet, au plan du langage, ce que les énoncés signifiaient. Il nous réconciliait avec notre propre intelligence que nous supposions être confite depuis toujours dans la connerie, puisqu'on nous avait toujours dit que nous étions des imbéciles pour ne pas comprendre que 2 et 2 font 5. Mathématiques, on va le dire là, franco, c'est difficile. Il n'y a pas à tourner autour. Que ce soit pour les pros qui sèchent sans arrêt sur leurs problèmes de recherche, ou pour le quidam qui ne comprend pas certaines notions élémentaires, c'est dur et c'est normal. Dites-vous que des concepts simples, entre guillemets simples, qu'on apprend au collège, il a fallu des siècles et des siècles aux esprits les plus inventifs de l'humanité pour les dégager. Dites-vous qu'il a fallu des siècles pour convaincre les Européens que le zéro était utile à une époque où le monde arabe l'utilisait régulièrement et que en Europe, on n'en voyait pas l'utilité. Je rends hommage, comme Daniel Pénac, aux enseignants, aux enseignantes, des gens qui ont passé des années, parfois leur vie, à réfléchir à la bonne façon d'enseigner, d'inculquer le goût d'approfondir et de se triturer les méninges. Et la mathématique, c'est pas quelque chose de facile. Justement, ça entraîne à des figures de raisonnement que sinon on ferait jamais. Le raisonnement en particulier déductif. Notre langage, mais aussi notre vision du monde, spontanément, est basée sur induction. On voit quelque chose, on généralise. On voit quelque chose, on fait une analogie. Il n'y a quasiment aucune situation dans la vie où on est amené réellement à faire des déductions, sauf dans certains cas particuliers, justement, des métiers techniques,
enquêteurs, qui sont des choses comme ça, qui sont dégagées au fur et à mesure des siècles dans leur démarche. Et la mathématique, ça a participé à cette démarche. Comprendre et prouver, ce sont les mots mathématiques, et c'est surtout pas calculer, comme beaucoup de gens le pensent. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un traumatisme qui relève de l'identité? C'est-à-dire qu'on nous dit soit vous êtes bon en maths, soit vous êtes bon en français, et ça vous marque à vie. Ah bon, ça, soit vous êtes bon en maths, soit vous êtes bon en français, il faut dire les choses comme elles sont, c'est une connerie en bon français. Bon. Et puis en plus, dire que dans la vie, vous êtes soit bon en maths ou en sciences, soit en lettres, c'est une insulte pour tous les gens qui ont une intelligence technique, manuelle, et qui sont bien plus à l'aise dans la confection que dans l'abstraction. Pour comprendre pourquoi les sciences sont un monde essentiellement masculin, j'ai choisi de vous montrer un reportage diffusé sur l'ORTF en 1972. Perdues au milieu des garçons, ces jeunes filles en classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs, Centrale, École des mines, Polytechnique, se destinent à une profession qui compte moins de 4% de femmes. On a eu quelques problèmes avant d'arriver, quoi. Lesquels, par exemple? La famille, les professeurs, un peu de tout. Comment réagissaient les parents? Les parents, moi personnellement, j'ai pas eu tellement de problèmes avec mes parents, mais j'ai eu un frère qui m'a dit « Ah non, une femme ingénieure, ça ne se fait pas, etc. » Moi, c'est du côté du lycée que j'ai eu beaucoup de... On m'a vraiment empêchée parce que je suis allée au conseiller d'orientation et vraiment, non, ça lui semblait aberrant qu'une fille veuille aller en taupe. Non, je vous déconseille, allez en faculté, faites professeur, mais en taupe, non, pas pour les filles. Est-ce qu'il a donné des explications? Oui, toujours la même chose. Une fille, c'est pas résistante au point de vue santé, alors pour la taupe, il faut vraiment être costaud. Et puis non, ça a toujours été pour les garçons, alors... La société, ici, occidentale, est biaisée sur la question du rapport du genre aux sciences. Le biais culturel est gigantesque, a des racines profondes. Je vous rappelle qu'il y a une époque où il était interdit aux femmes d'étudier à l'université. Et je vous rappelle qu'il y a une époque où un philosophe aussi influent et important que Kant écrivait que ce n'était pas dans la nature des femmes d'étudier, je ne sais plus quelle est la phrase qui dit, mais genre une femme qui saurait le grec pourrait aussi bien avoir une barbe, tellement la chose était pour lui contre nature. Ces biais culturels sont très forts. Ils sont dans les conseillers d'orientation, comme le disait l'archive. C'était vrai à l'époque, c'est encore vrai aujourd'hui, peut-être moins, mais ça s'entend encore, ce genre de discours, éventuellement sous une forme moins franche. C'est vrai dans les familles. Combien vous en avez de parents, y compris dans les familles instruites, qui rêvent pour leur fils d'une carrière d'ingénieur et pour leur fille d'une carrière d'infirmière ou de vétérinaire ou qui sait quoi. L'un la technique, à l'autre le care, comme on dit, le soin, l'empathie. 2 femmes ont reçu la médaille Fields. La première, Mariam Mirzahrani, née et éduquée au départ en Iran. La deuxième, Marina Viazovska, ukrainienne. Dans l'un cas comme dans l'autre, ce sont 2 cultures où on observe que la proportion de femmes qui ont tendance à vouloir se lancer en sciences est bien plus importante que ce que nous avons ici en Occident. Et ces biais culturels ont tendance à s'accroître à notre époque, aussi parce que nous sommes dans une époque numérique dans laquelle les biais sont multipliés, démultipliés, et où ce qui est la moyenne devient la norme ou le standard. Une expérience avait fait grand bruit quand vous tapiez CEO, les initiales anglaises de PDG, dans une barre de recherche Google, vous obteniez que peut-être 95 premiers résultats dans Google Images étaient des images de PDG hommes. 96e position était une femme, ou plus précisément la poupée Barbie PDG. Et à cette époque-là, il y avait genre 30% de PDG qui étaient des femmes aux États-Unis. Mais le numérique va piocher, c'est ça qu'on lui demande dans les recherches, ce qui est le plus probable, et vous le renvoyez. Et donc, dans notre époque où nous sommes immergés de numérique, les stéréotypes ne font que s'aggraver sur ce domaine comme sur d'autres. Lorsque vous étiez étudiant, vous étiez qualifié de surdoué, vous n'aimez pas ce terme. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, regardons l'émission Moi-Je sur France 2 en 1985. J'aime l'esthétique, l'harmonie du système mathématique. J'aime la beauté et la poésie qui se dégagent des longues chaînes de raison. J'éprouve un certain bonheur à démontrer un théorème ou à résoudre une équation. Ce qui me passionne, c'est créer en mathématiques, faire des découvertes. Tout ce qui est de l'ordre de la réflexion et de la logique attire. Je crois que les autres ne me comprennent pas. Peut-être suis-je très différent d'eux.
Au lycée, je n'ai pas vraiment de copains, car ils ne s'intéressent pas aux choses qui me préoccupent. Je suis en quelque sorte le mouton à 5 pattes de la classe. On ne me dit pas toujours des choses très gentilles. Je m'ennuie souvent au lycée. J'y ai l'impression de perdre mon temps. Je déteste le rabâchage et les lenteurs dans l'enseignement. On passe des heures sur un problème, alors qu'on pourrait le comprendre en 5 minutes. On n'apprend pas assez rapidement. On nous répète 20 fois les mêmes choses. C'est comme si vous appreniez à enfoncer un clou avec un marteau. Vous réussissez du premier coup, mais on vous oblige quand même à enfoncer 50 clous, pour être sûr que vous savez bien vous servir d'un marteau. J'ai le plus souvent eu les conditions, les possibilités, quand ça rabâchait un peu trop, de m'occuper autrement. Je faisais des exercices en plus, y compris éventuellement pendant le cours. Ça arrivait que le prof me file à moi et à quelques autres des exercices supplémentaires, des choses un peu plus dures. Et c'était très bien comme ça. En souplesse, c'est sans qu'on ait besoin de parler explicitement de groupe de niveau ou de qui c'est quoi. Et globalement, je ne peux pas dire que je me sois tellement ennuyé dans ma scolarité. Alors, gamin, au lycée, j'étais très timide, parlant peu. Et vous en avez souffert de cette différence ? Pas tant que ça, et c'était plutôt accepté. Il y a eu quelques petits moments difficiles ici là, mais franchement pas grand-chose. Et c'était accepté des camarades. Il n'y a pas vraiment de problème. Pour l'anecdote, le jour où j'ai passé le baccalauréat, comme j'avais eu un vraiment bon résultat, le journaliste de Var Matin était venu m'interviewer, genre Cédric Villani, la meilleure note de l'académie, la meilleure moyenne, etc., etc. Et après l'interview, avait écrit dans son petit papier « Monument humain à la gloire de la timidité ». C'était comme ça qu'il m'avait calculé. Les hasards de la vie et mon parcours sinueux ont fait que j'ai été amené à prendre la parole publiquement plus que tous mes copains d'école réunis. Mais c'était quelque chose qui était absolument impossible à prédire à ce moment-là. C'est vrai qu'en mathématiques, on a beaucoup de travail solitaire et qu'on est souvent seul face à sa feuille de papier ou face à soi-même. Mais il y a aussi énormément de moments d'interaction. Et en mathématiques même, peut-être encore plus que dans les autres disciplines. Pour une raison simple, comme tout l'essence du métier de mathématicien et de mathématicienne, c'est de faire des démonstrations et des raisonnements, on a besoin de se passer les uns les autres les astuces de raisonnement, d'expliquer. Et les mathématiciens sont certainement les scientifiques qui voyagent le plus de colloque en colloque. Même si vous comparez le CV d'un mathématicien et le CV d'un physicien, vous voyez que le physicien publie beaucoup plus, mais que le mathématicien participe à beaucoup plus de colloques. C'est sans arrêt. Il passe son temps à voyager, à discuter, à échanger, et préférant échanger en présence, en tête-à-tête, en direct, parce que c'est là qu'on peut passer les astuces, les choses intangibles, les trucs qui sont difficiles à transmettre par écrit. Donc c'est aussi extrêmement collectif. Quand j'ai écrit Théorème vivant, je voulais insister aussi sur le rôle de la communauté pour faire accoucher ce que vous avez en vous. Et toutes ces interactions, les conversations ici et là, votre boulot, vous allez mettre ensemble un petit mot entendu de l'un, une phrase, une astuce que vous a dit l'autre, parfois à des années d'écart, pour arriver à quelque chose d'intéressant, les colloques dans lesquels vous apprenez de nouvelles idées et en énoncer d'autres. Et ça, c'est absolument majeur. Je me demande en fait comment surviennent les grandes découvertes. Est-ce que l'éclair de génie, ça existe vraiment ? Et avant de vous laisser répondre à cette question, je vous propose d'écouter Laurent Schwartz, premier lauréat français de la médaille Fields, dans l'émission Un certain regard diffusée sur l'ORTF en 1967. Il y a eu une nuit bien déterminée où j'ai eu conscience, en 1 heure ou 2, de résoudre une quantité de problèmes qui m'intéressaient depuis longtemps et dont j'avais d'un seul coup la solution, et ceci est d'ailleurs extrêmement fréquent. Je crois bien que c'est le mathématicien Harald Bohr qui répondait à un journaliste lui demandant quel était le temps qu'il avait consacré à la recherche dans sa vie, et il avait répondu 1/4 d'heure. Il voulait dire par là que le temps de la découverte est vraiment très bref et que la plus grande partie du temps est occupée à mettre en ordre des idées qui souvent ont été trouvées dans un temps très bref. Il y a des éclairs. Et ceci est très fréquent, je crois, pour beaucoup de mathématiciens. Mais ça n'empêche pas naturellement le travail régulier d'écriture et de mise au point de jouer aussi un rôle extrêmement important. Comme disait Henri Poincaré, avec son sens de la formule, la pensée est un éclair dans une longue nuit, mais c'est cet éclair qui est tout.
incontestablement, les éclairs, ils existent. Et je pense qu'à peu près tout mathématicien de carrière en a connu, au moins quelques-uns. Ce sont des événements rares, ils existent. Et on a nos anecdotes, Poincaré les raconte admirablement, Schwartz en parle, Grothendieck a des textes là-dessus, Hadamard, c'est quelque chose qui a marqué les uns les autres. Et parfois, c'est à l'occasion d'une promenade. Poincaré, c'est l'épisode du marchepied. Moi, j'en ai quelques-unes que je raconte, où c'est le moment où je m'assois dans un train. Et ça vient toujours, attention, c'est pas là comme ça, sans rien. Ça vient après une période d'obsession. Il y a la période d'imprégnation, d'obsession. Vous êtes dans le problème, vous devenez le problème. Et après, le déblocage, il peut venir d'un coup et parfois au moment où vous ne pensez plus au problème qui a fait son chemin. Ça fait partie de la beauté, la poésie qu'il y a dans le métier de chercheur. Vous êtes engagé pour des causes, mais aussi pour un parti En Marche, pour une ville, Paris. Revivons votre déclaration de candidature à la mairie de Paris sous les couleurs de La République En Marche. C'était en 2019 sur France 3. La fin d'un faux suspense. Cette fois, c'est officiel. Je vous annonce ce 4 septembre que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris. Il y aura donc 2 candidats de La République En Marche à la mairie de Paris. Un officiel, Benjamin Griveaux, et un dissident, Cédric Villani. Quelques minutes plus tôt, il nous expliquait les motivations de sa candidature. La candidature n'est contre personne. Il s'agit vraiment d'une candidature pour construire, pour apporter un projet d'avenir auquel je crois, qui se construira avec les Parisiennes et les Parisiens. Qu'est-ce que vous tirez de cette expérience ? Oh là là, ça a été considérable. Ça a été d'abord une campagne extraordinairement longue. Il y a eu d'abord le feuilleton et la campagne en interne au parti, puis il y a eu la campagne proprement dite, il y a eu les prolongations liées au Covid. Ça a été une campagne d'une longueur incroyable. Campagne extrêmement intense, dans un climat qui parfois était plein de espionnage entre équipes, trahison et tout ce que vous voulez. Dans un climat où que ça aboutit de fil en aiguille à mon exclusion du parti, suite à une entrevue en tête-à-tête avec le président. Vous en tirez une amertume du monde politique ? Aucune amertume, ça a été extrêmement instructif. Je rends un hommage et mes gratitudes éternelles aux centaines de militants qui ont accompagné ma démarche. Beaucoup y voyaient l'accomplissement et la réalisation de promesses et d'état d'esprit initial de la création du parti En Marche. Et vous en avez voulu à Emmanuel Macron ? J'ai pris le parti de ne jamais commenter les relations personnelles qu'il y a pu y avoir entre moi et le président lors de cet épisode. Et dans tous les cas, la page est tournée politiquement, puisque en 2020, je faisais partie des fondateurs du groupe issus pour la plupart de déçus du mouvement En Marche et qui fondait le groupe écologiste à l'Assemblée, qui a été l'occasion pour moi de me réaliser dans mon travail parlementaire de façon importante et de bien m'intégrer à une autre famille politique, celle des écologistes. On va parler maintenant d'un autre scientifique qui a fréquenté le monde politique. En 1958, Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique, répondait à une interview sur la RTF. C'est mauvais de ne pas connaître si on peut connaître. C'est mauvais de ne pas savoir ce qu'on peut savoir. Ça ne veut dire qu'il faut préparer tous les engins, toutes les techniques pratiques que la science permettra. Il ne faut faire tout le mal que la science permettra. Mais il faut savoir si on peut savoir. Je ne crois pas que c'est pratique de l'arrêter. Si on le fait soi-même, les autres vont le faire. Je ne crois pas que c'est moral, parce que c'est le destin de l'homme de savoir tout ce qu'il peut et d'en vivre, de vivre avec cette connaissance. C'est un destin difficile, mais si on cède à ce point, si on ne tâche pas de vivre avec la connaissance, on n'est pas proprement un homme du tout. J'ai l'impression d'entendre les paroles célèbres de David Hilbert au Congrès international des mathématiciens en 1900. Wir müssen wissen, wir werden wissen. Nous devons savoir, nous saurons.
Et je suis pas sûr. Il y a des choses, des fois, que ce soit à titre personnel ou collectif, peut-être qu'il vaut mieux ne pas savoir après tout. Le débat est là, en tout cas. On peut le poser. Ma vie professionnelle a été consacrée à approfondir, chercher, savoir, mue surtout par la curiosité. Et donc, je comprends très bien cette aspiration qu'exprime Oppenheimer, mais je ne suis pas sûr que ce soit la chose la plus importante. Dans une célèbre conférence au CERN, Alexandre Grothendieck posait la question dans les années 70, pourquoi fait-on de la recherche scientifique ? Et il posait la question en disant, il y a des choses bien plus importantes, et après tout, le monde scientifique le fait par une sorte de conformisme, en se disant, on va chercher, c'est notre destin et tout ça, sans s'interroger sur les vraies raisons. Grothendieck était un pionnier de l'écologie politique, et même sur un mode assez radical, l'un des fondateurs de Survivre et Vivre, une revue influente sur les thèmes écologistes. Et il y a un vrai débat. Des gens comme Aurélien Barraud, aujourd'hui, reposent la question à travers son dernier ouvrage sur la science et la technologie. Et pour revenir à Oppenheimer a aussi besoin évidemment de trouver des justifications, des raisons au fait qu'il incarne de loin la découverte de l'humanité qui a été le plus lourde de conséquences et qui a le plus chamboulé notre rapport au monde, la bombe atomique. Bombe atomique dans laquelle il a joué un rôle majeur pour la développer, pour organiser la gigantesque communauté qu'il faisait. C'est un sujet considérable. J'ai moi-même écrit une bande dessinée avec le dessinateur Edmond Baudouin qui s'appelle Les Rêveurs lunaires, où on voit des scientifiques face à eux-mêmes, à leurs responsabilités, à leur questionnement éthique par rapport à la question de la responsabilité du scientifique face à la société, et en partie en temps de guerre. Et je parle de Heisenberg, d'Alan Turing, de Léo Szilard, de Hugh Dowding, et de leur façon qu'ils ont de se représenter leur rôle dans ces événements. Alors, ces questions de déontologie, elles se posent depuis un certain temps, mais elles se posent encore aujourd'hui, plus que jamais, avec l'émergence des technologies sur l'intelligence artificielle. En 1972, le biophysicien Walter Rosenblit était plutôt optimiste sur son utilisation. C'était sur l'ORTF en 1972 donc. Moi, j'aime pas beaucoup le terme intelligence artificielle. Et pourquoi pas? Parce que je ne crois pas que le produit du cerveau humain soit artificiel. Qu'est-ce que ça signifie, artificiel? Deuxièmement, je vous dirais que en ce qui me concerne, je crois que ces machines-là sont en train de donner à l'être humain une dimension d'intelligence qu'il n'avait pas avant. Que, à ce point de vue-là encore, ce n'est pas une chose artificielle. Ce stade de l'évolution, ce n'est pas l'homme contre la machine, mais c'est l'homme et la machine. Une archive fort intéressante. Personne dans les experts n'aime le terme intelligence artificielle. C'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, surtout intelligence. Ce n'est pas de l'intelligence. Ce que vous avez aujourd'hui dans les algorithmes qui font la une de l'actualité, ce sont des recettes statistiques, combinatoires, exploratoires. C'est une formule de maths à la fin. Formule de maths plus un corpus plus du calcul. Pas l'intelligence telle que nous, on peut la comprendre, l'appréhender, la ressentir. Maintenant, il y a une différence énorme, majeure, entre ce que dit Rosenblit dans cette archive et la situation telle qu'elle est maintenant. C'est qu'à l'époque, l'intelligence artificielle était une affaire de spécialistes, d'experts. Et aujourd'hui, c'est une affaire qui interroge toute la société. Les gouvernements, vous avez des milliards qui pleuvent, vous avez des romans feuilletons sur la gouvernance des grandes entreprises, etc., etc. L'usage que nous en ferons sera bien sûr politique et guidé par les rapports d'intérêt des uns et des autres. L'intelligence artificielle, c'est un sujet sur lequel je peux parler des heures et des heures. C'est une partie de ma vie en ce moment. J'en parle dans les entreprises, auprès des partis politiques, dans des réunions d'entreprises, dans des conventions collectives, dans des écoles, partout. Mais le point sur lequel je souhaite insister le plus en réagissant à cette archive, c'est qu'à l'époque, c'était vraiment une affaire qui était sur le bureau des scientifiques et ça a donné des recettes et des outils nouveaux. Aujourd'hui, c'est une affaire qui interroge la société tout entière. Nous avons beaucoup écouté de gens parler, c'est le moment d'écouter de la musique. Je vous propose la chanson Âme debout, chantée en live par votre idole, Catherine Ribeiro, en 1970 sur l'ORTF.
La grande prêtresse. Grande voix, où on sent la culture du fado, et la grande chanson portugaise, et un groupe, le groupe Alpes avec lequel elle chantait, qui a accédé à un statut légendaire pour les international pour les amateurs de pop expérimentale, audacieuse et ainsi de suite. Parce qu'elle chantait plus en onomatopée quand... Enfin, elle avait un projet de chanter en onomatopée. Beaucoup d'improvisation, beaucoup d'onomatopée, d'écrits, mais aussi des textes poétiques extrêmement marquants. Dans certains écrits, j'ai parlé de la façon dont ces chansons m'ont accompagné. Et je suis quelqu'un qui, pour réfléchir, a besoin sans arrêt du mouvement des musiques. Il y a des musiques par centaines qui m'ont accompagné à différents éléments. J'avais cette obsession aussi pour l'une et l'autre. Un coup, ça pouvait être le concerto pour piano numéro 2 de Prokofiev avec lequel j'étais tombé en amour. À l'époque, il y avait l'époque où j'écoutais, l'époque des grandes fêtes à l'école normale supérieure. Eh ben, ça m'est arrivé de danser, même ça m'est arrivé à l'époque où je vivais à Lyon de me retrouver dans des concerts de regretter François Hadji Lazaro, le génial multi-instrumentiste des Garçons Bouchers qui après a fait une carrière solo. Ça m'est arrivé de me retrouver à danser le pogo dans ces concerts en costume 3 pièces. C'est le moment pour moi d'arrêter de vous poser des questions et de vous laisser choisir qui va vous poser la dernière entre Henri Chapier, Denise Glaser, Jean-Pierre Elkabbach et Catherine Sellac. Ah, allons-y pour le regretté Jean-Pierre Elkabbach qui était un ami. Est-ce que ce soir votre position est facile puisque vous êtes considéré comme celui qui sait, celui qui détient la sagesse? C'est un cliché, mais on sait bien que plus on apprend, plus on comprend qu'on ne sait pas grand-chose. Par exemple, en avril dernier, j'ai passé 2 semaines avec d'autres scientifiques dans un dialogue interculturel avec un peuple premier en Colombie, à Sierra Nevada de Santa Marta, auprès du peuple Kogi, dans un contexte et dans des villages qui vivent encore sous l'environnement traditionnel. Et l'interaction avec cette culture de sculpture entièrement orale, dans un contexte traditionnellement il n'y a ni argent ni emploi et où vous vous recentrez sur des choses aussi fondamentales que rester en vie, trouver de l'eau, s'occuper des enfants et ainsi de suite, est très marquante. Et j'en suis revenu avec bien plus de questions que je n'y suis allé. Et le retour ici a été fort difficile. D'un coup, tout semblait perdre son sens et sa raison. Et donc, je dirais, c'est une illusion que de se croire savant. Merci beaucoup, Cédric Villani. Merci à vous.